Donc, comme je l'ai déjà indiqué, Baruch Hashem, nous reprenons l'enseignement du Rav Tertel, Ema Banim Semecha, Hashem Yikom Damo, sur la parashat Kitavo. Et en introduction à notre propos, je voudrais vous soumettre eh bien, d'abord les versets que nous connaissons bien évidemment tous par cœur, à savoir, pourquoi je dis qu'on les connaît tous par cœur et sans du tout vraiment faire preuve de fausses prétentions, de fausse modestie, parce on a l'habitude en général de les commenter une fois dans l'année, le soir du Seder de Pessah. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on les connaît, parce qu'en général, on est familier avec eux. Et ces versets font référence, je vous rappelle, au bikurim, au panier qu'on apporte, n'est-ce pas, avec les fruits d'Eretz Israël, au Beth Amikdash, à Shavuot. Donc, à Pessah, on fait déjà référence, bien évidemment, avec Shavuot, avec cet espoir de Jérusalem. Et dans ces versets, nous disons ce que vous avez devant les yeux, Makor numéro un, ou Bata El Kohen, Asher Iye Beyamim Ahem, donc tu viens vers le Kohen qui est présent en ces jours-ci, Ve Amarta Elav, et donc tu vas lui dire, Igadeti Ayom Lachem, je dis clairement aujourd'hui au nom donc d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, qui bâtit Elahare, je suis venu sur la terre d'Eretz Israël, que Akadosh Baruch Hu, eh bien, a promis à nos pères, Asher Nishba Hashem Lavotenu la tête lanu, Velakar HaKohen Atena Miyadecha, le panier, n'est-ce pas, que tu avais, donc que tu as apporté avec ces fruits ou de louanges d'Eretz Israël, un sujet fascinant à étudier à part entière, et Inichu Lefanei, Amisbeach Hashem Elohecha, et ils vont le déposer devant l'autel, n'est-ce pas, devant l'autel, devant Akadosh Baruch Hu. Ve Anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha, et donc tu vas dire, évidemment c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, et tu as dit donc devant Akash Baruch Hu, ton Dieu, Arami Oved Avi, Veyered Mitzrayma, et donc, et il va descendre en Égypte, Vayagor Sham Bimete Me'at, et on va habiter là-bas, et il va habiter là-bas, eh bien, peu de monde, une petite poignée de gens, Vaisham Legoy Gadol, Atsum Verav, et il va devenir une grande nation impressionnante, importante, remarquée. Vous aurez remarqué, bien évidemment, et c'est volontaire, je ne vous ai pas encore expliqué et traduit ce terme de Arami Ovedavi, qui est essentiel et qui va évidemment être notre sujet. Ceux qui ont regardé le titre, si je puis dire, de notre étude, que j'ai intitulé, que j'ai intitulé. Donc, comme je l'ai indiqué, bien évidemment, comme je l'ai indiqué, eh bien, le cours, cette étude d'aujourd'hui, je l'ai intitulé volontairement de Lavan, l'araméen, jusqu'à la libération, on va dire, du peuple juif en Europe. Et il y a des implications, il y a des réminiscences, bien évidemment, absolument douloureuses qu'il va nous falloir essayer d'aborder. D'abord, Arami Ovedavi, vous avez deux écoles qui sont tout à fait légitimes l'une comme l'autre, mais le Rav Tertel et un certain nombre d'autres maîtres sont dans une école qui est l'école de Yaakov, c'est-à-dire Arami Ovedavi, nous pouvons le comprendre à deux niveaux. Nous pouvons le comprendre de prime abord comme étant Terach, et on voit Nahor et Bethuel et Lavan qui sont tous devenus araméens et qui sont donc installés à Haran et qui ont voulu mener à sa perte Abraham, une sorte de dimension spirituelle. Puis vous avez une deuxième dimension par rapport à Lavan et Abraham. Je vous rappelle, il y avait toute cette implication, comme on a coutume de rappeler, que le Midrash sur Lavan qui a mis du poison dans la soupe de Bethuel, de la soupe de Eliezer, le serviteur de Abraham, et qui est devenu, qui est passé à Bethuel. Et c'est pour ça que Bethuel meurt, Bethuel disparaît, n'est-ce pas? Et évidemment, à ce moment-là, Bethuel a dit, le poison est dans la coupe. C'est Jean Racine, c'est on s'en fout. Mais c'est pour lui glisser. En tous les cas, le fait est, c'est que c'était le premier sens qu'on peut lui donner. Le deuxième sens, à savoir, c'est la vanne à Arami, face à Yaakov, qui va essayer de retenir Yaakov, de l'empêcher de repartir en Eretz Israël, de faire preuve, on va voir, d'un zèle
on va dire, plus royaliste que le roi, ça ne se fait pas que tu prennes Rachel avant Léa, voilà, avec le pouce, et tout un ensemble comme ça. On veut être plus, voilà, plus pudique, plus puriste. Tout ça, bien évidemment, dans un bon esprit pour sauver, pour le bien d'Yaakov. D'accord. Je vous dis très honnêtement, j'ai hésité, j'ai presque voulu vous ramener quelques citations de M. Onfray, comment est-ce qu'il parle de l'abbé Grégoire dans le livre, dans le dernier bouquin, parce que c'est vraiment, on a l'impression que c'est du petit lait. Pour ceux qui savent que c'est l'abbé Grégoire, c'est genre le grand ami d'Israël, qui est en réalité, évidemment, c'est avéré comme étant une pourriture. On va les garder chez nous, puisque vous savez pertinemment que la France, pardon, donc là-bas, ne serait pas ce qu'elle est sans ces juifs avec un S. On connaît ce genre d'esprit. Okay. C'est exactement la problématique à laquelle je vais vous soumettre et vous allez voir comment est-ce que c'est expliqué clairement par le Rav Tertel, justement sur ce propos. Donc, on a compris, Arami Ovedavi, ça laisse entendre cet aiguillage vers Yaakov. Voyons d'abord, avant de rentrer plus en avant dans la lecture des enseignements du Rav Tertel, un petit passage dans Bereshit que vous avez, Makor numéro 2, où Be'atif Atson, Lo Yassim, Vaya Atufim le Lavan, Ve Akeshurim le Yaakov. Nous avons ici une opposition dans les termes entre Atufim et Keshurim. Comment Rabbi Ben Ezra commente ce verset? Nous parlons bien évidemment du troupeau de Yaakov avec avec les moutons qui sont plus faibles et les moutons qui sont plus forts, et puis peut-être les brebis qui sont enceintes et les enfants, etc., qu'on va mettre de côté, qu'on ne va pas imbriquer dans le troupeau, qui n'auront pas forcément la possibilité et la force de pouvoir marcher avec vigueur. Et donc, nous dit Rabbi Ben Ezra, justement, à Atufim, chez En Koach Bahem, Kemo Nafsham, Bahem Titates. Donc, ceux qui n'ont donc pas la force et qu'on va devoir un petit peu plus protéger, recouvrir, pas, face à cette faiblesse. Donc, on a ici clairement une opposition entre le regard que va porter la vanne, on va dire, sur le troupeau, et le regard que Yaakov va porter sur le troupeau. Est-ce qu'on est attaché à ce troupeau, même faible, ou au contraire, on va délaisser ce troupeau qui est faible? D'accord? Ça, c'est la base. Voyons maintenant comment est-ce que le Rav Tertel nous commente cet enseignement. J'ai essayé de réduire toute l'introduction, mais ce passage, je ne pourrais pas le réduire. Donc, on va être un peu patient pour essayer d'expliquer ce qu'il nous dit. Yedoua, chez Midat Yaakov, Yaemet. Nous savons pertinemment que quand nous parlons de Yaakov Avinu, c'est l'expression de la vérité. Pas? Le père de la nation hébraïque, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Yitzhak, c'est Yaakov. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que nous sommes méprisants, que Dieu préserve à l'égard de Abraham et de Yitzhak, puisqu'il ne serait pas envisageable que Yaakov existe sans qu'il y ait eu Abraham et Yitzhak avant. Mais Yaakov, c'est justement le père de la nation. C'est par lui qu'il n'y a plus de filtrage. Il englobe toutes les tribus. C'est le noyau de vérité qui est présenté devant Akash Baruch. Si Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le tronc, Yaakov, bien évidemment, c'est de lui que vont partir les branches vers les autres membres, encore une fois, du peuple. Kedirtiv, Titen, Emet les Yaakov. C'est pas Chesed les Abraham, la bonté, la bienveillance gratuite à l'égard d'Abraham, et la vérité est donnée à Yaakov. Tevat Emet, Avin Otiot, Meruchakot Meot. Vous savez pertinemment que toute la problématique, je vais parler de l'inverse, Sheker, Shin, Kuf, Resh. Dans l'ordre alphabétique, nous avons tous en tête, bien évidemment, que ce sont des lettres qui sont relativement proches l'une à l'autre. Pas Kuf, Resh, Shin, dans le sens inverse, mais les lettres sont très proches. Alors que quand nous parlons de la vérité, eh bien, elles englobent tout, de Aleph jusqu'à Taf. Elles sont capables d'englober toute la réalité. Et plus que ça, on va le voir dans 2 secondes, Kedé Amrou Begmara dans Shabbat,
donc comme c'est inscrit dans le traité de Shabbat de la Gemara, Aleph ve'ataf, Ema otiot, Shebaktsavot, aux extrémités, le Aleph et le Taf. Ve'amen, Ibaemtsa. Et le même, évidemment, est au milieu. Bon, on va jouer un petit peu des choses que j'ai l'habitude de rappeler, et ça m'amuse toujours beaucoup. De Aleph jusqu'à Mem, vous avez 13 lettres. De Mem jusqu'à Taf, vous avez 13 lettres. Ce qui est un chiffre en tant que tel sympathique, puisque c'est 26. Mais on ne va pas s'arrêter là. Le Aleph, il est très intéressant comme lettre. Pourquoi? Parce que le Aleph est composé d'un Vav, dans la médiane, et de deux Yud. Un à l'endroit, un à l'envers. Autre chiffre intéressant, puisque nous arrivons au chiffre 26. C'est intéressant ce chiffre. À part Eliette, j'espère que tout le monde est conscient de la valeur de ce chiffre, n'est-ce pas? Peut-être il faut le rappeler. C'est le nom d'Akash Baruch Hu. C'est Yud Kevavke. Puis allons plus loin. Quand nous parlons, on va le revoir dans 2 secondes, quand vous écrivez, quand ceux qui sont les sophrines écrivent un Sefer Torah, eh bien, il y a une manière particulière, selon la halacha, d'écrire le même, cette lettre même, qui est composée en réalité de 2 lettres juxtaposées l'une à côté, l'une avec l'autre. C'est-à-dire un kaf, puis un vav. D'accord? C'est halacha ce que je vous dis maintenant. C'est comme ça que le sofer, il écrit une mezouza, un Sefer Torah, etc. Il écrit d'abord un kaf, puis il rajoute un vav, ce qui fait le même. Très intéressant, puisque kaf, c'est 20, que vav, c'est 6. On ne s'en sort pas. Hein. D'accord? C'est exactement ça. Kemo Aleph, Shi Katse Ayemani, c'est l'extrémité droite. Imatav, Shi Katse Asmali, qui est dans l'extrémité gauche. Afil ou Achiamem, Shi Aemtsaït, Shebeotiot, Mechabratam Beyachat. Le même vient, en fait, être central. Elle vient rattacher toutes les lettres ensemble. J'espère, bon, peut-être encore une fois, vous aurez bien évidemment remarqué que même, c'est Maïm. C'est pas Altikra Maïm et la Torah. La possibilité d'accéder à cette unité ne passe que par l'étude. C'est ça qui nous permet réellement de comprendre la globalité, la complexité à la fois, qui n'est pas une complexité, qui est une unité totale de la Torah. Donc, ça passe par l'étude. C'est marrant parce que la lettre juste avant le même, c'est la Med. Vous voyez, à quel point je m'amuse. Mais c'est sous-jacent, c'est là, c'est devant les yeux. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se rendre compte. D'accord? Exactement. La Med, c'est l'imout, c'est le limout, c'est l'étude. Ils sont exactement. D'accord. Veyadoua, chez Hot même, I, Kaf, Vav, comme je l'ai expliqué à l'instant, la jonction, c'est pas, du Kaf et du Vav. Ke, mais voir, je pourrais encore faire 3 heures sur le Kaf et le Vav qui sont inscrits ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas. Bon. Ke, mais voir, Bebet Yosef, donc c'est la lacha. Chez vous, Oleg Mekematria, Shem Havaya, le nom de Yud Kivavke, le nom d'Akash Baruch Hu. L'Iramez, chez Be'et, chez Rotzim Mechaber Shnak Tzavot. Quand on veut rattacher 2 extrémités l'une à l'autre, eh bien, Hashem Idbarach Mesayeam Leze. Tu veux adjoindre, tu veux rapprocher 2 extrémités, Akash Baruch Hu te permet, t'aide à faire cela. À l'inverse, quand tu veux te mettre en retrait, bien, tu n'auras pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ceux qui ont compris entre les lignes, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, rassurez-vous, dans 2 secondes, vous allez tout comprendre. Sono, donc c'est la volonté d'Akash Baruch Hu, ou me'avio le'ached aktsavot, la volonté de rattacher les extrémités. C'est comme si, par exemple, j'expliquais à des gens qui sont candidats à la conversion et qui ne comprennent pas a priori pourquoi est-ce qu'effectivement j'aurais un amour inconditionnel à l'égard d'un juif d'extrême gauche, d'extrême gauche malgré lui, et pas forcément la même affection à l'égard d'un non-juif, aussi sympathique et aussi philosémite soit-il. Et converti? Non. On dit quelqu'un qui est candidat à la conversion. Ah. Une des grandes difficultés qu'on sait très bien
à entendre, c'est Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a choisis parmi les peuples. Oui, mais il n'a pas de kippa. Oui, mais il a une kippa noire. Oui, mais il a un tatouage. Oui, mais il a une boucle d'oreille. Eh bien, dans la compréhension hébraïque, vous comprenez que ça n'a pas de sens. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que je suis. Exactement. Mais il y a ce lien indubitable, indéfectible, quitte à passer peut-être pour un idiot, qui peut-être passer pour un fou allié, de parler d'unité constamment, mais c'est Yaakov. La vérité du projet divin exprimé par Yaakov, c'est cette notion de vérité. Et j'ajoute entre parenthèses avant de poursuivre que la vertu défendue par Yaakov est la vertu de la miséricorde, je vous rappelle. C'est la rachmanut, c'est midat rachamim. Pas? Ça veut dire que nous nous rappelons que la rachamim, cette miséricorde, elle provient de la racine de la matrice. Parce que seul, justement, celui qui est animé de miséricorde est capable d'éduquer. C'est pour ça que la femme est naturellement animée par cette miséricorde, puisqu'elle est douée d'une matrice, rechem, et que l'homme l'acquiert. Et qu'à cette seule condition, il est capable, en mesure, d'éduquer autrui. C'est pour ça, nous dit le Midrash, que Avram était stérile et que Avraham a pu enfanter. Parce qu'Avraham, Gematria 248, c'est la Gematria de Rechem. D'accord? Cette implication-là qui est encore une fois induite dans Yaakov. Et quand je parle de miséricorde, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre la miséricorde de Yaakov et la bonté d'Abraham ou la rigueur de Yitzhak? La bonté d'Abraham, je le rappelle, ça signifie tu ne le mérites pas, mais je te donne quand même. C'est la grâce, la gratuité, la bonté, le chesed d'Abraham. Yitzhak, c'est tu ne reçois que ce que tu mérites. Ça, c'est la rigueur de Yitzhak. Et Yaakov Avinu, c'est je te donne maintenant parce que je sais que tu seras bientôt méritant. Et c'est pas, je le ressens. C'est pas, tu vois, c'est pas une utopie. Non, je sais. L'amour, quoi. D'accord, ne mélange pas tout. Je sais. Ça, c'est la rachamim. J'éduque. Si je vois un enfant devant moi, ou un homme devant moi, ou une femme devant moi, et que je vois parfois juste l'appareil, on va dire le filtrage, la couleur extérieure que j'ai devant moi, je ne suis pas capable de lui transmettre certaines valeurs. Mais si je dépasse cela et que je vois au-delà de ça, alors je peux lui transmettre des valeurs. La rachem de Yaakov, c'est ça. C'est voir dans l'avenir. Parce qu'on est rattaché à ce projet, encore une fois, à ce projet de vérité. Oui, mais voir dans l'avenir, ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, quand il voit dans l'avenir de Jacob, Non, on parle il de voit, Yaakov, c'est dit, ne mélange pas. Je il parle de voit, Yaakov, je parle uniquement de Yaakov. on parlait de Jacob. D'accord. Nous alors, Il voit dans l'avenir parce qu'il ne savait pas que ce qu'était Jacob, qu'il allait faire. Il connaissait tout ce que Jacob allait pouvoir faire. non, non, je me suis peut-être mal exprimé. C'est Pas, non, non, je me suis peut-être pas exprimé suffisamment correctement. On n'est pas en train de parler d'un voyant. Non, non. D'accord? Quand je dis je vois dans l'avenir, ça veut dire qu'on a une confiance dans la personne qui est en face de nous, même si apparemment elle n'est pas douée de cette confiance. Ça n'a rien à voir avec cette idée de voir dans l'avenir, au sens où on l'entend peut-être au sens voyant. Ce n'est pas la boule de cristal, je vais vous parler. Vous avez un enfant devant vous, si vous n'avez plus de confiance dans l'enfant, quitte à ce qu'encore une fois, il fasse des bêtises, ben on est perdu. C'est ça que ça implique. Yaakov n'est pas inquiet de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Il est inquiet de ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que les enfants de Yaakov vont continuer à perdurer cette unité défendue par Yaakov? Et on se rappelle que la réponse des fils est claire et sans concession. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Donc on n'a pas d'inquiétude. Même si de Yaakov jusqu'à l'avènement du peuple qui va sortir d'Égypte, il risque de se passer quelques déboires. Pas beaucoup, mais quelques petites épreuves. Ça, c'est clair? Donc c'est ça. Emet, Romezet, Alardo. La vérité, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. Le sceau de l'unité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Hachem est un. D'accord? Et la Torah est une, sans liaison. Je comprends. Vezouaïta, Midat Yaakov Avinu. Les chaber et les kacher akol. La vertu de Yaakov, c'est d'arriver à tout rattacher ensemble.
unir même les plus éloignés, afilu ameruchakim, vela sotam echad, de faire d'eux une réalité une. Vezeu, vaya keshurim le Yaakov. C'est justement ce troupeau qui est rattaché à Yaakov, faible comme pas faible, bon gré malgré lui. On peut s'interroger, mais encore une fois, ce serait tellement limpide dans ma bouche, sur le fils de Rachel, Benjamin. Yaakov est profondément rattaché à Rachel, comme vous le savez. Et c'est fascinant de voir que le congrès, n'est-ce pas, le congrès sioniste, je ne pourrais pas extrapoler, mais il est quand même géré par Binyamin Zev Herzl. Il y a un lien direct. D'accord? Je suis même ému de vous dire ça comme ça, mais c'est tellement limpide, on l'a devant les yeux. D'arriver à trouver cette cohésion, cette cohérence, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Herzl, évidemment, Benjamin, Ben Yaakov, c'est quelqu'un d'impressionnant, mais il y a une similitude qui est quand même assez troublante, assez émouvante. Ou ceux qui voudraient s'aventurer à essayer de dire, il peut y avoir un Premier ministre meilleur que celui qu'on a pour le moment. Je ne partage pas cet avis, et il se trouve qu'il s'appelle Benjamin, en plus. Pour le moment, c'est comme ça. J'aime pas le mot peut. Mais Tu cette peux ou idée tu peux pas. Si tu peux, fais-le. On peut pas. Donc ça va. les kasher et les chaber à kol beyachad. Vous aurez compris que justement l'objectif, c'est d'arriver à réunir. C'est une difficulté de réunir. Et Chachamim, justement, se préoccupe de faire shalom et emet, ce qui est en soi une contradiction. Comment est-ce qu'on peut arriver à réunir et être radical au niveau de ces paroles de vérité? Les Chachamim y arrivent. Et on a aussi, malheureusement, comme vous le savez, tout ce qui rappelle la gestion du peuple, la gestion du pays, est très délicate parce que certains ne pensent que à leurs intérêts personnels et propres. Et donc, automatiquement, c'est très difficile d'arriver à contenter tout le monde. On n'a jamais vu un dirigeant dans notre tradition, dans le Tanakh, qui a réussi à contenter tout le monde. Je rappelle à chaque fois Mordechai qui a trouvé grâce aux yeux de la majorité du peuple. Rov Zaro. Jamais tout le monde. Shlomo, oui, non? Et il y a un schisme juste après lui. Donc c'est compliqué. Et le monde, il a réussi, mais dans une réalité, n'oublie pas, où il a imposé certaines choses. À l'époque de Shlomo, je te rappelle, il y avait des impôts très, très chers. Donc, une colle à kavod, et personne n'a ouvert la bouche. C'est pas que tout le monde était content. Si tout le monde avait été content, il n'y aurait pas eu le schisme après. Les kasher et les chaber akol beyachad. Qui a kedusha? Ireshut yechid. L'expression de sainteté est entre les mains, justement, d'un individu. Ve'elu haolchim bederer zu. Et Emma, Mikat Yaakov. Ceux qui ne se préoccupent que de la sainteté sont intimement rattachés. Quand vous dites kat, ne pensez pas à secte, hein, c'est pas du tout que dire ça. C'est le groupe de Yaakov. Okay. Vezeu, Vaya, Keshurim, le Yaakov, Sheyachim, le Yaakov. Ceux qui sont rattachés à la sainteté sont rattachés à Yaakov. Yaakov est l'unité, mais l'unité cohérente et authentique, évidemment, ne peut passer que par cette évocation de sainteté. Justement, je rappelle que la Kedusha, c'est la distinction, c'est le sens même de la distinction. Ça veut dire que si je viens et, je vais aller encore plus lourd, si moi, personnellement, à mon avis, je viens vous expliquer, déjà, ça ne sent pas bon. D'accord? Parce que la notion de sainteté, comme son nom l'indique, c'est justement, je ne suis pas au centre. Qui est au centre? Akadosh Baruch Hu. La distinction, l'autre, au-delà. N'est-ce pas? Donc, c'est cette notion-là. Et Yaakov, c'est justement, il porte le nom d'être rattaché à quelqu'un d'autre, d'être rattaché à Esav, en l'occurrence. N'est-ce pas? Au pied, au talon de Esav. Ve'atufim, et lo harotzim la sot peroud, ben advekim. Ceux qui sont à l'inverse, de manière bien affaiblie, recouverte, bien, ne cessent de vouloir faire des séparations entre ceux qui sont attachés. Ve'otfim divrehem ben Maata et Aïra, Emma et Lavan. Ils passent leur temps, encore une fois, avec un peu de crainte, en prétextant plein de choses, et encore une fois, ils sont rattachés à Lavan. Je traduis volontairement dans ce sens-là, mais on va le voir tout de suite. En fait, on appelle ça en hébreu,
des mitrasdim. Ça veut dire, c'est pas des chassidim, c'est des mitrasdim. Ça veut dire que tu comprends, je ne pense que à la sainteté. C'est pour ça que je pars à Ouman. En réalité, tu ne penses pas du tout à la sainteté. Tu penses à toi. Si tu pensais réellement à toi, tu serais à Jérusalem. Si tu pensais réellement à la sainteté, tu serais à Jérusalem, à Rosh Hashanah, pas à Ouman. C'est évident. C'est cohérent, ça va ce que je vous dis? C'est clair ce que je vous dis? Et donc, et je dis la Havdil parce que Dieu préserve, je ne suis pas en train d'insulter des Juifs, mais il y a une problématique là-dessus. Ceux qui vont penser comme Lavan, qui sont rattachés à Lavan, vont s'inventer plein de thèses pour justifier leurs propos. Tu comprends? Comme je dis tout à l'heure, ça ne se fait pas que tu prennes Rachel avant Léa. Mais ça va jusqu'à mentir au profit de cette parole qui est donnée. Emma, Sheyachim le Katalavan, שגם הוא נתחסד ורצה להיות יותר חסיד מיעקב. Il y a une fois, j'ai entendu cette histoire, ça m'a beaucoup amusé. Il y a un élève qui est allé voir, à l'époque où il n'y avait pas encore beaucoup de tzitziot, de talit katan, de différents matériaux, notamment de laine. Et il y a un juif qui est allé voir le Rav Avram Shapira, au Rosh Yeshiva de Merkaz Arav, alav shalom, et il lui demande, il voudrait prendre sur lui, un jeune homme de première année à la yeshiva, il voudrait prendre sur lui de mettre un tzitzit de laine. Genre un truc bien en plus en plein été, il fait chaud, etc. Et le Rav Avram Shapira, il lui dit la chose suivante, que lui n'avait pas de talit en laine. Donc en fait, tu te dis, toi qui es en première année d'yeshiva, que tu es plus élevé spirituellement que tous les rabbinim ici réunis, qui sont quand même des grosses pointures, hein, je vous promets, on est d'accord. Il y a quelque chose aujourd'hui auquel on s'est habitué, je suis navré de le dire, mais je me rappellerai toujours cette anecdote dans le même esprit que quand Rabbi Shalom Messas, Rava Shalom, il a vu quelqu'un, un jeune homme célibataire, qui avait le talit sur la tête au moment où il priait, il lui a pris, il a pris le talit et il l'a déchiré. Je ne sais pas s'il a déchiré ou il a juste enlevé, peu importe. Mais l'idée que, mais pour qui vous vous prenez? On parle d'une origine, Bichlal, d'avoir le talit sur la tête qui est réservé à des gens qui sont œuvrés dans la Kabbalah et qui sont connus pour avoir un certain zèle. Et j'ajoute en plus de ça que c'est envisageable uniquement quand on est marié. Parce que quand on est marié, on atteint. Quand on... Et tu crois que je ne sais pas? Aujourd'hui, c'est très à la mode. On est tous super grands rabbins de toute la terre, de l'univers. Mais c'est un problème. D'accord? Et la vanne, vous voyez à quel point le terme qu'il utilise est très fort. Ou mitrased, yoter mi Yaakov. Tu as raison, mais ça serait un sujet à part entière, ce que tu soulèves maintenant. Mais non, elle dit, ne sois pas trop de sadique, mais ça peut porter à préjudice, à confusion, ce terme-là. Mais je pense qu'il est indubitable que quand on parle de Yaakov, qui, juste quand il est sorti d'Eretz Israël, on voit que la terre d'Israël s'est assombrie, on comprend que la personnalité de Yaakov est quand même assez impressionnante. Que Yaakov est arrivé à Haran, qui avait plus de bénédiction, qui avait une épidémie sur les moutons, il est arrivé et les moutons ont commencé à revivre, entre guillemets, de nouveau. Donc on voit une personnalité quand même qui est hors pair, pas à cause du miracle, mais à cause d'une réalité où il a réussi à redonner un souffle de vie dans cette réalité-là. Exactement. Donc, que Lavan vienne essayer avec le pouce d'enseigner la halakha à Yaakov, ça va, respire, calme-toi, descends de ta chaise. Et c'est ce qu'il fait malheureusement. Il se prend pour un très grand religieux, et dans sa très grande religiosité, il crée la confusion, il crée la scission. Et il n'y a rien de plus dramatique que cela. On n'est pas obligé de chercher à chaque fois la guerre à autrui, encore plus à notre peuple, quand on parle de toi. Exactement. 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 C'est très dangereux. Chez El Malé Aïta, Nitenet Rachel et Yaakov, Techev Barishona. Si Yaakov avait pu épouser, ligne 20, okay? Si Yaakov avait pu épouser Rachel de prime abord, Aya Mahamid Biménage, Temesre Shivteya.
les 12 tribus seraient sorties de Rachel. J'ajoute, et vous le savez pertinemment, Rachel, elle pleure ses enfants. Elle est l'inconsolée par excellence, tant que ses enfants ne sont pas revenus en Eretz Israël. Mais qui sont les enfants de Rachel? Eh bien, ce n'est pas Yosef et Benjamin, c'est tout le peuple. Donc, on voit bien qu'en fin de compte, il y a cette notion essentielle chez Rachel qu'on retrouve encore une fois dans l'Entité, même dont un des descendants, c'est quand même le premier roi d'Israël, c'est Shaoul. Veaya, Techef, Olam Atikun, donc le monde, encore une fois, aurait pu être clairement réparé, et pire ou mieux que ça, j'ai envie de dire, Velo Aïta Galut Mitzraim, Velo Shargaluyot. Yaakov aurait pu épouser Rachel, directement, on aurait eu les 12 tribus de Rachel, on n'aurait pas eu d'exil en Égypte, et on n'aurait pas eu tous les exils qui se sont succédés l'un à la suite de l'autre. Et en disant, Vezeshe Amar Akatu, venez notre verset, Arami Oved Aviv Yarad Mitzraïma, on voit que c'est conjointement, pas Arami Oved Aviv Yarad Mitzraïma. Ça veut dire qu'on laisse entendre que ce araméen, Lavan, il a voulu mener à sa perte Yaakov. Alors on s'interroge, mais comment est-ce qu'on peut mener à sa perte Yaakov, qui fait qu'en plus par la suite, il va descendre en Égypte. Et Rachid, justement, s'interroge. Eh, Ravdo, comment c'est possible de mener Yaakov à sa perte? Aval, ce que nous comprenons, Mouvan Meod. Chez Behemet, Avdo, Bechassiduto, Garam, Galut Mitzrayim. En fait, il a, comme si je vais dire un terme évidemment français qui est bien connu, il va déchassidifier Yaakov. Non, je sais, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il va essayer en réalité de refroidir Yaakov. C'est ça, exactement. C'est pour ça que j'appelle ça déchassidifier. Et on a compris le néologisme. D'accord? C'est ça. Avdou Yaakov, il essaie de lui enlever cette essence, cette luminosité, encore une fois, malheureusement, et qui va amener justement à la complexité de la construction de la famille. Et c'est Shamarakatu, Varami Ovedavi. Ou Mefaresh, et donc en donnant Vayered Mitzraïma, chez Aliado, par la faute de la vanne, Yarad le Mitzraïm, ou Bézé Abdou, Adayomazé. Et à cause de cela, malheureusement, nous payons le prix, nous dit le Rav Tertel, jusqu'à aujourd'hui. Machéanoyom Bagalout, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, bien évidemment, mais à l'époque du Rav Tertel, c'était vrai. Ce fait que nous soyons en exil, que nous fussions en exil jusqu'à l'époque du Rav Tertel, tout cela, eh bien, a été engrangé, déclenché par la faute de Laval. À Kol Garam Laval. Mais Machérima et Yaakov, par le mensonge. Veratzaliot chassid yotermi Yaakov. Il voulait être plus chassid, plus zélé que Yaakov. Vechen, ou Goral, Kol Ele. Ele ait mitchazdim, aosim perud. Et donc, cela a une implication sur tous ceux qui voudraient faire plus de zèle quand il y a une union, on va dire en l'occurrence une union du peuple, qui ne vont cesser justement de créer au nom du bien, au nom d'une valeur, au nom de la paix, au nom de... Il faut faire attention quand même qu'on ne fasse pas de génocide à Gaza, parce que les pauvres, ils souffrent, ils ont un problème il faut leur apporter de l'humanitaire, etc., etc. Parce que c'est terrible la guerre quand même, les pauvres. C'est bon, j'ai pleuré, ça y est. Ve'atofim divrehem be veira. Impliqué par, encore une fois, eh bien, ce zèle, cette crainte, alors qu'en réalité, c'est du bluff. Je n'ai pas vu beaucoup de gens pleurer des années et des années et des années sur ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, à Hiroshima et je ne sais pas quoi d'autre. Et ce qui, en plus, ça n'était même, en l'occurrence, là, il n'y avait aucune légitimité. Et je fais des parallèles qui ne me plaisent jamais, mais c'est pour vous donner un peu aussi à cet aspect-là. Ça veut dire qu'on va faire preuve. Tu comprends, la guerre, c'est mal. Ben, je t'en prie, quelque chose. Rendez-nous ramenez les otages. La question, pourquoi tu demandes ça au Premier ministre? On va demander ça à Gaza. C'est pas nous les responsables qu'il y a des otages. Il n'y a pas de guerre. Tout le monde part Tout de guerre. ça, malheureusement,
ça appartient à la secte de Lavan. Hein? Évidemment, je ne me serais pas permis en cette période de faire un parallèle, bien que je le fais tous les ans, mais là, je ne peux plus parce qu'apparemment, il est quand même sympathique, a priori, entre Lavan et Baït à Lavan. Il y a la Maison Blanche aussi qui est derrière. Mais là, comme il apparaît sympathique, alors on ne va pas. Vezéou, Veatoufim les Lavan, encore une fois, attaché à Lavan, et malheureusement, les Gormim, Chorban, Vekilkul et Israël comme Lavan. Et ils amènent Israël à, que Dieu préserve, à des catastrophes, à des décisions erronées, à des destructions. Ça, c'est le rapport entre donc l'extérieur, Lavan, et la personnalité de Yaakov. Mais comme j'avais introduit le sujet en disant de araméen, de Laval l'araméen jusqu'à l'Europe libérée, quand je dis l'Europe libérée, je ne parle pas de après la Seconde Guerre mondiale. Je parle des Juifs qui se sentent libres dans une Europe. Être heureux comme un Juif en France. On connaît cette expression. Bien fait. Passons à la deuxième partie du Rav Terfel. Ubemea Shanim Achronot, les 100 dernières années, c'était clair tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je n'ai pas demandé si c'était. Les 100 dernières années, on voit quelque chose d'assez intéressant. Chez Nitna Chofshiut, les Adam Israéli, l'homme juif, ici israélien, on parle évidemment de l'homme juif, a quand même atteint une certaine liberté, une certaine sérénité, B. Meluchot Europa, dans les empires, dans les pays européens. On voit que nous pouvons circuler librement. On rappelle que c'est écrit il y a plus de 80 ans, donc on parle des 100 dernières années, depuis le Rav Tertel, c'est-à-dire on est dans les années 40. Ve'asu oto shave les chars ezrachei haaretz. Il n'est plus un paria, comme c'était le cas à une certaine époque, c'est un citoyen à part entière, pleinement accueilli dans le pays où il est. Les notes, mitu va'aretz, kemo kol yoshvea. Il est citoyen à part entière. La Révolution française, de ce que nous connaissons sur l'accès à l'identité juive, c'est pour ça que j'ai pensé à l'abbé Grégoire, l'identité juive pleinement accueillie, l'israélite est pleinement, n'est-ce pas, avec Napoléon là-bas, pleinement accueilli dans l'État français, par exemple, Velasot, kol machelibo chefetz, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut accéder, il accède. Dreyfus est surpris puisque vous savez qu'il sera arrêté à sa grande surprise en tant que juif, alors qu'il est fidèle à l'État français jusqu'à la fin de sa vie. L'adour bechol makom sherotse, il peut résider là où il veut, c'est parfait. Velilmod et étudier, veleitasek et donc œuvrer bechormatam ou bilshonam, vechadom eleze, Heinrich Heine, ce poète allemand, ce poète national allemand, un des plus grands poètes allemands, sauf qu'il est juif, qui posera un gros problème, je vous rappelle, à Hitler, qui aura beaucoup de mal à brûler le livre de Heinrich Heine, parce que c'est l'auteur, par référence, l'auteur fétiche allemand, sauf qu'il est juif, donc c'est foutu. Zechutzu, natna et koach adechia acharon. En fait, ce grand mérite, ce grand privilège d'être pleinement accueilli dans ces pays européens, eh bien, va être, on dirait en hébreu, le vidouille hariga. Ça va être, on va dire, le coup fatal. Le coup fatal pour les Juifs. Pour les séparer totalement de l'entité hébraïque. Il y a une phrase absolument extraordinaire qui a circulé en France pendant des années et des années que je connais. C'est concernant le régime de Vichy et le Val-d'Ivre en particulier, qui vous remarquerez, eh bien, a quand même sauvé. Alors évidemment, ils ont envoyé les Juifs étrangers à Auschwitz, mais ils ont sauvé les Juifs français. Ah ben alors là, vraiment, on est rassuré. Oui, Eric, oui. Mais quand même, on est rassuré. Parce que nous, Juifs français, voilà, oui, qui tout. Perdu son procès contre Ben. C'est très bien. Mais c'est exactement ça. C'est exactement cette idée, ce qu'il a défendu sur Pétain et sur Laval et compagnie. Ce sont la majorité des Juifs étrangers qui ont été arrêtés, qui ont été envoyés. Tu comprends? Parce qu'on est protégé.
Moi, que tu blesses des juifs ashkénazes, je m'en fous, mais pas des juifs d'Algérie quand même. Pas de chez nous, pas de mon quartier. Quelle horreur. Voilà. Lui, j'aurais beaucoup à te dire, on va passer. Et c'est ça ce qu'il va nous dire. On a atteint cette sérénité dans le pays où nous étions. On a adopté leur langue, on a adopté leur culture, mais à bras ouverts, on a accueilli cette culture. Ça serait vrai de toute façon. Mais je parle par rapport à cette entité hébraïque, on en était quand même arrivé à dire, en réalité, ils ne sont pas de chez nous. Les juifs, vous, les juifs tunisiens, les juifs c'est dramatique. C'est pour ça que je dis, là, David, il dit qu'il va parler que des juifs ashkénazes, puisqu'ils ont une province ashkénaze. Mais cette réalité abjecte, excusez-moi, elle est présente partout. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre cette phrase il est tunisien, mais il est sympathique. Mais ce n'est pas un voleur. Le mais. Il est perse, il est yéménite, mais il est pas radin. Ça, vous l'entendez en Israël. Mais il a une toute autre signification. Ben, c'est affreux surtout. C'est surtout affreux, malheureusement. En France, on dit il est auvergnat, mais Oui, ben voilà. il est radin. Mais comme Ça le. va. C'est tout à fait Rien, juste. il met. Tu as tout à fait raison. Mais comme le rapport, justement, c'est très juste ce que tu dis, comme le rapport à la France n'est pas un rapport ethnique, est un rapport, encore une fois, on accède jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de droit du sol, enfin, il n'y a pas de problématique là, on accède à l'identité française en participant à un projet d'État. Mais quand nous parlons du peuple juif, nous sommes une famille qui est devenue un peuple. Ça veut dire que indexer un juif d'origine tunisienne, polonaise, algérienne, ce que tu veux, hongroise, et sache-le, pas que dans le monde séfarade, c'est un juif hongrois, c'est un juif allemand, c'est pas la même, c'est pas la même, c'est pas la même qualité. D'accord? Regardez ce qu'il dit la suite. La tria acharon, Enlève ton sac, elle arrive. donc, c'est le coup de fatal, comme on a dit. Léa Frido mi achibur aklali ou mi kesher le Israël, de couper le lien total avec le peuple juif. Qui ze garam tmi'a veitbolelut betor ha'am. Cela malheureusement a amené de s'enfoncer, d'échouer, de s'assimiler au sein du peuple dans lequel nous nous trouvons. Shalom, shalom. On va reprendre. Je reprends ce propos. De nous enfermer dans le peuple dans lequel nous sommes. On va devenir plus américains que les Américains, plus français que les Français, plus anglais que les Anglais, plus tout ce que vous voulez que ce que vous voulez. Mon pays, j'ai quitté mon pays, une main devant, une main derrière. Ah, mon pays, l'Algérie. T'as vu qu'ils l'ont revu? J'ai quitté mon pays. Oui, J'ai quitté ma merveille. c'est ça, c'est exactement ça. Et il a une chanson que. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. On connaît tout le. Qui? De Enrico. l'Algérie. J'ai Il a quitté mon quitté, pays. ils l'ont pas. Et donc, ça signifie, dans les on va propos, en quoi c'est rattaché à Arami Ovedavi, on y arrive. Pour l'instant, il nous cite un propos très troublant et très émouvant d'un point de vue historique. Mais plutôt que de dire justement, bah, pas toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras, ni j'ai quitté l'Algérie, mais Sion, où es-tu? Ou traduit dans le sens des Teilim, AFR, mi, ou les Sion, Yomar, Ish, ve Ish, Yulad, Ba. Combien je regrette, je rêve, je souhaite être né à Jérusalem, être attaché à Jérusalem. Je dis à tout le monde, où tu es né, je dis à Tu as tout à fait Jérusalem. raison. Tu as tout à fait raison. Ah, toujours. Il y a eu cette idée, qui est très intéressante et qui est très émouvante à chaque fois. C'est le rapport entre Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu. Si je ne vous l'ai pas dit 15 000 fois, on reproche à Yosef on reproche à Moshe de. On rapporte de Moshe qu'il est enterré en dehors d'Eretz Israël. En réalité, il est enterré en Eretz Israël, puisque il est
là où il est enterré, c'est Eretz Israël, mais comme ça n'a pas été conquis, donc c'est considéré comme étant pas encore Eretz Israël. Le fait est, c'est qu'on va lui dire pourquoi on lui reproche cela, parce que quand bien il a été présenté par les filles de Yitro comme étant Ish Mitzri, comme un homme égyptien, eh bien il n'a pas bronché, il n'a pas remis en cause. Et à l'inverse, Yosef, qui lui est né en Eretz Israël, il se trouve qu'il est en Eretz Israël, quand il est présenté en Égypte, en arrivant en Égypte, il est présenté comme un jeune homme qui a été volé de la terre des Hébreux, donc il est présenté comme Nar Ivri. Et par conséquent, puisqu'il a dit qu'il était né, ou en tout cas il était présenté comme un homme hébreu, donc il a eu le privilège d'être enterré en Eretz Israël. Cela dit, on peut s'interroger sur le fait que, oui, mais Moshe, il est né en Égypte, le pauvre, il est pour rien. Réponse, va nous dire un certain nombre de maîtres. En fait, même si tu es passé par l'Algérie, le Maroc, la Pologne, la Tunisie, tout ce que vous voulez, d'où tu viens, d'Eretz Israël. Où tu vas, on Eretz Israël. C'est exactement cela ici. On est en train de s'amouracher d'un pays qui n'est pas le nôtre, plutôt que de regretter le pays qui est réellement le nôtre. En quoi c'est rattaché à la vanne? On y arrive, hein, je vous promets qu'on y arrive. Chez Aïchim, chez Noldouba, Metsuyanim, ceux qui sont nés justement à Tzion, le nom Tzion, Metsuyanim, dira Manitou, ils sont sionistes, ils sont sionim. Metsuyanim, Sion, sionim. Imaginez-vous, ça c'est plus pour l'anecdote, si je partais avec ma famille, ce qui n'arrivera pas pour le prochain, mais si je partais avec ma famille en France, et évidemment je dirais à mon fils, surtout cache les tzitziot, cache ta kippa, jusqu'à les péotes qui pendent quand même. Un problème. C'est pas vrai. Non, que du président. Même pas en rêve, ça veut dire. Une des raisons supplémentaires pour laquelle je ne partirai pas en France. Mais en tous les cas, quand j'ai mon beau-frère, il y a des années quand il était petit, quand il était jeune, ils ont dû partir en Angleterre et pareil, précaution, etc. Et il y a quelqu'un dans la rue qui lui dit Shalom. Et pourtant, il a mis la casquette, on va, etc. Et il lui dit Mais comment t'as les petites siottes qui pendent dehors? D'accord, Metsuyanim, t'es repéré. T'as le. Je rappelle, il y a un rare, j'ai oublié son nom, d'Afrique du Nord. Il avait vous savez, il avait la babouche, le chiche, qui était représentatif des Juifs. Il y avait un fil, je ne sais plus, qui était significatif. Et il arrive en France et on lui dit, vas-y, tu peux l'enlever. Mais non, je suis très content. Si on veut me séparer, on veut me mettre en distinguo des goïms, ben, je gagne cette marque. Metsuyanim, tant que tu te sens différent des autres, tu es protégé. Mais quand tu commences justement à oublier cette différence, que Dieu préserve, tu es perdu. Ou au niveau spirituel, ou au niveau national. Je vous rappelle l'enseignement de Manitou, il y a deux formes d'assimilation. Il y a le juif assimilé et il y a l'hébreu assimilé. Le juif assimilé, on le connaît, c'est celui qui malheureusement se marie avec Christiane. Et l'hébreu assimilé, c'est celui qui a cru pendant un certain temps, un court temps, disons 2000 ans, qu'on était une religion avant d'être une nation et avant d'être un peuple. Ce qui est aussi évidemment un scandale. Hein. Alors après, effectivement, quand le Premier ministre israélien dit que, à cause des propos du président, ça renforce l'antisémitisme, c'est exagéré. Voilà, ceux qui ont compris, ils ont compris. B, au revoir, Bedat ou Be'anaga. On est repéré. On ne parle pas la même langue. On parle yiddish, on parle judéo-arabe, on parle ladino. Ce qui fait beaucoup rire, hélas, les jeunes populations quand on a sa grand-mère ou son grand-père qui ne parle pas bien le français. Et avec les années, on se rend compte à quel point on doit en tirer une fierté parce qu'on est de côté. Après, s'y attacher quand on vit en Israël, bon, alors qu'on a le privilège de parler en hébreu, c'est quand même un bonheur. Mais ce rapport-là, voilà. Ma grand-mère parlait plein de langues et elle parlait très mal le français. Mais elle parlait le turc, elle parlait l'égyptien, l'arabe égyptien, qui est un arabe très beau, un arabe littéraire, par la parenthèse, et qui parle évidemment le ladino, etc., etc. À cause des différentes, évidemment, émigrations qu'on a traversées, qu'on a tous traversées. En parlant des grand-mères, ça me revient. Mais j'ai connu mes deux grand-mères. Elles parlaient arabe entre elles, bien sûr. Mais elles avaient ce côté
juive incroyable. Oui. Tout après, ils se sont C'est une concentrés. En tous les cas, on a ceux de côté. Ou mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On a été intégré. C'est Manitou, encore une fois, je me réfère à Manitou, qui disait on a appris la Torah en arabe, on l'enseigne en français, nos petits-enfants le font en hébreu. Il y a... Donc, Umeaz, Nitek le gamre achevel mi'a'am ha'klali ha'israéli, chez Béchara Medinot. Vous vous rendez compte du drame qui a pu se produire? On est ligne 31. Vous vous rendez compte du drame qui a pu se produire à la Première Guerre mondiale, notamment, où vous avez des juifs français qui se sont battus en face de juifs allemands. Vous comprenez que du drame que cela quand même comporte. C'est ça qu'on va nous dire. On est tellement intégrés que, malheureusement, on s'est coupé de cette entité globale, générale, que représente Israël. Manitou, je refais encore une fois, il était à la Légion étrangère. Vous connaissez cette histoire? Il était à la Légion étrangère, et dans la Légion étrangère, il y avait des juifs ashkénazes, des juifs de différentes régions, et certains parmi eux, racontent Manitou, connaissaient la Torah, et ils étudiaient ensemble la Gemara. Eux, juifs séfarades avec un juif ashkénaze. Maintenant, sur quelles aires ils étudiaient la Gemara ensemble, parce que c'est les aires qu'ils avaient autour d'eux, sur les chansons paillardes des Goïms. C'était, voilà. Alors, ils étudient ensemble la Gemara sur ces aires-là. C'est quand même impressionnant d'entendre ce genre d'anecdote. Ouais. D'accord? Mais c'est ça. Donc, il y avait un rapprochement entre eux. Vélo. Pardon? C'est ça? Non, que Dieu préserve. Et le grand-père de mon épouse, il était à la Royal Air Force. Il était à l'aviation britannique. Et il s'est retrouvé en Afrique, dans différentes régions, etc. Arrive Pessah, dans une tente où il y a plein de juifs d'origine totalement différentes. Ils se sont retrouvés tous autour de la matzah, autour de... C'est quand même émouvant, un truc pareil. Et donc, malheureusement, à l'inverse, quand on se coupe, et les juifs français, les juifs étrangers du Veldiv, on n'a aucune égalité entre nous. Qui mikodem, puisqu'on a accès à cette liberté, et quand on était assis, avant d'avoir cette liberté, et qu'on était assis dans le ghetto, on était à part, appelez ça ghetto, appelez ça melah, appelez ça comme vous voulez. Lo ayu bedelim, kolkar misé. On n'était pas tellement différents des juifs dans une autre région. Kacher yesh leakir zot mi'arabanim shelakru be'Ashkenaz ou be'Hungaria ou be'Bohémia ou be'Moravia. Tous les rabbanim à travers ces régions, n'est-ce pas? L'Allemagne, Ashkenaz c'est allemand, Allemagne, okay? Ashkenaz, l'Allemagne, la Hongrie, la Bohème, la Moravie. On avait une cohérence entre nous, puisqu'on était tous dans un ghetto d'une manière ou d'une autre. Rabbané Pauline, les rabbanim de Pologne, Vayu Yesherim Benehem, on avait une ligne de conduite, droiture entre nous. Qu'est-ce qui se passe quand on devient un juif polonais et qu'on s'invente une expression, mais alors, c'est du grand niveau. Polania, Polania. Vous allez entendre certains juifs qui vont dire, il n'y a aucun risque en Pologne parce que Dieu réside ici. Polania. Elle est pas belle, elle est belle celle-là quand même. L'âne, Et je ne vous parle même pas de la petite Jérusalem à Casablanca. l'âne. Mais on est en plein là-dedans. Mais ils disent l'âne. Mais Oh, l'âne. L'âne, c'est dormir. Alors, Hachem, il dort là-bas. qu'est-ce que je viens de dire? Ah, je n'ai pas compris. C'est cette idée-là. C'est cette idée-là qu'on retrouve malheureusement dans tous nos exils. La grande fierté de dire mon oncle, mon grand-père, mon cousin, ils étaient dans le palais du roi du Maroc, parce que le roi du Maroc, il avait une super villa avec 15 000 pièces, et il n'y avait que des juifs dedans, et qui étaient tous les oncles et les cousins de... Voilà. Et c'est une grande fierté. Et vous vous rendez compte du scandale. On a oublié. Moi, j'ai visité le Milan, donc c'est pas tout à fait le palais du roi. Oui. Et la reine, c'est exactement ça. Mais l'ochen, malheureusement, ce n'était plus le cas. Une fois, étrangement, que nous avons acquis cette liberté de mouvement, etc. Mais l'ochen, achar, chofesh, va'achirut,
chez notre pays Israël, une fois qu'on a atteint cette pleine liberté. Lo matzinu, chez Rav Polani, yé murshal, liot Rav Hungaria, ou Ashkenaz, ou Moravia. Soudain, le Rav qui était habilité à être Rav en Pologne n'était plus capable d'être Rav en Moravie, en Bohême, en Hongrie, etc., etc. Qui, Nifredou, on ne parle plus la même langue, pas que physiquement, pas que techniquement, même si ça c'est vrai aussi. Vous savez que vous avez un yiddish hongrois et un yiddish allemand, et ce n'est pas le même. Qui Nifredou, Veitrachaku Zemisé, Kerachok Mizrach, Mimarav, comme la distinction qui existe entre l'Est et l'Ouest. Mais Kolze, Garma Aïdbolelut, Sheidbolelu, Ben Agoïm. Et tout cela, malheureusement, a amené à l'assimilation au milieu des Goïm. Ve'ashpazu, Sheidbolelut, et cette influence de l'assimilation, Asta Peulata, elle a agi malheureusement de telle manière, même chez des Juifs profondément animés par la Torah, Asta Peulata, Filu Etzel Israël, Aduk Batorah ou Bemitzvot, même chez des Juifs profondément animés par la Torah, comme on a pu l'entendre même en Allemagne ou même en Hongrie, et encore une fois, je vous dis, on pourrait étendre ça aussi dans le monde séparate, chez Adam Israélim et Pauline, celui qui était donc juif en Pologne, Aya Etzlam, qui a Adam Pachot Erech. Il était quand même de moins de valeur que le juif en Hongrie ou ailleurs. On peut voir un peu ça dans ces langages qui sont à peu près le cas. C'est que ça empêche on va dire ça, l'ordre, le sévère de la lettre hébraïque. J'aime beaucoup ton idée. Cette notion est tout à fait juste. Mais malheureusement, je vais te rajouter un point, parce qu'on parle ici il y a 80 ans, mais je suis bien placé pour en parler, dans la mesure où ma femme est ashkénaze. Et je peux vous dire, sans vous effrayer, que quand mes beaux-parents sont arrivés d'Angleterre en Israël, quand ma femme est entrée à l'école primaire, mes beaux-parents étaient inquiets pour l'intégration de mon épouse. Arrive une nouvelle immigrante. Écoutez bien cette phrase du directeur qui est quand même extraordinaire. Avec la couleur de peau de votre fille, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Et j'aimerais vous dire, et c'est ce que j'allais te dire, j'aimerais vous dire que ça n'existe plus aujourd'hui, ce racisme interne. Bien sûr, Mais ça chasse, il faut toujours avoir en tête que le parti chasse, que j'exècre, et bien évidemment, pour énormément de raisons. Mais il est né sur quoi? Il est né là-dessus. Il est né sur une réalité, malheureusement, où le monde séfarade est quand même, c'est pas la culture. Vous allez, je vous rappelle, à un concert de musique philharmonique ashkénaze, et puis vous allez écouter le boui-boui de Moshe Louk et de Joe Amar. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais rassure-toi, mais je vais te rassurer. Les Ashkénazes ne se sont pas forcément bien comportés avec les Juifs séfarades, mais les Juifs séfarades, évidemment, ont tout compris d'ailleurs. C'est pour ça que le rapport de certains de nos frères séfarades à l'égard des Juifs d'Éthiopie, on peut dire qu'ils sont aussi d'une élévation extraordinaire. Mais ça ne te dérangerait pas, et j'ai entendu cette question, ça ne te dérangerait pas que ton fils se marie avec une noire? C'est la question que j'ai entendue. Et j'ai dit que j'en serais très fier. En ce qui me concerne. Je m'en fous totalement. Tant que la personne, elle est juive, mais je suis fier d'avoir des juifs de toutes les couleurs. Et en plus, c'est son belle. Et entre parenthèses, je peux rien ajouter que pour ma part, un juif d'Éthiopie n'est pas un juif noir, c'est un juif. C'est la couleur de l'âme. Oui. J'aime bien cette image, mais elle n'est pas forcément perceptible. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais dans ce propos qui est rattaché ici, vous comprenez quelle est l'origine de ça. J'ai dit à Rami Ovedavi, on a commencé avec Lavan, qui a voulu mener à notre perte Yaakov, qui lui a fait perdre cette notion d'unité, et l'implication qui se veut à notre génération, à nous, elle est d'autant plus forte. Excuse-moi, juste je vais terminer, mais après je vous écoute. Regardez ce qu'il nous dit. Donc, un juif polonais qui serait de moindre valeur. Ok? Polisher Yud. Polisher, c'est un juif polonais. Ok?
ou Ashkenaz, ayu regilim likro to ein ist yud. En Allemagne, les Juifs de l'Est. Je vous rappelle qu'un Juif, traditionnellement, qui est arrivé en Europe et qui venait, semble-t-il, d'Afrique du Nord, va prendre le nom Schwarz, noir. Et un Juif séphara et un Juif ashkénaze qui est arrivé, eh bien, en Afrique du Nord, il va prendre le nom de Ashkenazi. Il vient d'Allemagne. D'accord? Veshem qui nous disait, et ce nom, cette expression-là, Ayadei kedei laricho ber hapachut shebarachin, était suffisant pour, encore une fois, le déprécier au maximum. Afilu berabanim nosé de Torah, même chez les rabbanim, qui portent le drapeau, l'étendard de la Torah, malheureusement, on est compte qui est-ce qui parle. Un grand maître d'origine hongroise. Et il est conscient du problème qui est sous-jacent, qu'il voit lui-même. Irim veshlemim, rempli de crainte révérentielle envers Akash Borou. Efshar ayalakir, eze zilzul, shesh belibam aladam apolani. On pouvait voir le mépris, le dédain qu'ils avaient malheureusement en leur cœur faire des juifs polonais. Si vous ne le savez pas, je me permets d'ajouter que dans certaines communautés, il n'est pas bon qu'un juif d'origine Breslev se marie avec un juif Chabad. Sachez-le. Suivant les courants chassidiques. Keilu Adam Apolani, comme si un homme polonais, un homme juif donc polonais, Azé, ou Ben Amacher, Velom Ibn Amo, comme si c'était, eh bien, quelqu'un qui n'appartenait pas à notre peuple et qui appartenait à un autre peuple. Je vais vous dire pourquoi je rigole, parce que quand je rappelle, à chaque fois je raconte cette anecdote, quand on était adolescent en France et que si on amenait une jeune fille à la maison, elle est d'où elle vient? Elle est d'Algérie, elle est marocaine, elle est tunisienne, alors qu'il y a peut-être que cette jeune fille n'avait jamais mis les pieds ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en truc, ou elle est ashkénaze, mais jamais on avait l'audace de dire elle est française. Parce que, alors qu'on était nous-mêmes français, puisqu'on avait une carte d'identité française. Mais si on disait elle est française, ça sent la bretonne. C'est ça. Donc je trouve quelque chose de très cohérent par rapport à ça. À Galout, malheureusement, l'exil a fait de cet homme juif, Asta et Adam Israéli, les Galout Yud. On est un juif d'exil. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, j'espère que c'est bien clair tout le propos et je me permets d'ajouter, comme ça pour que ce soit bien clair. Je ne suis en aucun cas en train de mépriser aucune coutume dans notre peuple. Bien au contraire, je trouve que c'est une richesse extraordinaire et je suis heureux d'en profiter et heureux de les apprendre. J'ai eu l'habitude, cette année on sera peut-être sans doute pas à Netanya, mais j'ai l'habitude de prier tous les ans à Rosh Hashanah avec mon beau-père un jour et Sepharad l'autre jour. Et j'encourage mes enfants à le faire. Et Pessah, pareil, etc., pareil. Pourquoi? Parce qu'il m'importe justement de connaître cette richesse culturelle qui inonde notre peuple. Mais, vous avez toujours la même problématique. Il y a ceux qui disent, c'est fini, on est tous juifs. Mais, Et le mais, voilà, c'est le mais toujours. Il faudrait faire une seule coutume. Oui, laquelle? La mienne. Ce qui est totalement ridicule. Et ceux qui sont profondément méprisants à l'égard de la culture de l'autre, au sein même du peuple. c'est impossible. Par exemple, ne serait-ce que la fila de Rosh Hashanah, elle est tellement différente. C'est impossible. C'est pour ça qu'il est important que de connaître la prière de nos aïeux. Mais oui, il m'apparaît intéressant et important et émouvant. La prière de nos frères d'Ashkenaz est très belle à Rosh Hashanah. Ça ne veut pas dire que la prière de nos frères séfarades n'est pas belle. Mais je dis simplement, et je vous dis très honnêtement, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a quelque chose de très intérieur le jour de Rosh Hashanah qui donne une valeur très solennelle et très belle dans les chants qui sont chantés par le monde ashkénaze le jour de Rosh Hashanah, sauf qu'il y a Chod Ketana, qu'il y a Oked Vaneka, il y a beaucoup de choses. Et, non, mais il n'y a aucun mépris dans mon propos, ce que je dis. Et la prière de Yom Kippourim, je suis désolé, enfin, je ne suis pas désolé, la prière séfarade, elle est extraordinaire. Le miel kamocha et tout ce que vous voulez. Et les prières, c'est Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est important, important de s'intéresser, encore une fois, pas parce qu'on a de la famille, il est important de s'intéresser
à ces différences culturelles, parce qu'elles constituent le bloc. Ouais, mais moi je considère que quand tu pries, t'es pas là pour faire de la culture, quoi. Tu es là Non, pour retrouver au fond de toi quelque chose qui t'est. tu as tout à fait raison. Les belles techniques. Tu as tout à fait raison, mais tes enfants et tes petits-enfants, il y a un brassage culturel. Quand on est à l'école, on est obligé d'apprendre aussi différentes formes. Là où c'est problématique, et c'est justement le propos que je tiens, là où c'est problématique, c'est que malheureusement, ça commence à changer, c'est que malheureusement, parce qu'on parle de l'ouverture, etc., mais malheureusement, dans le monde dit religieux-sioniste, qui veut accepter tout le monde, je peux t'assurer que malheureusement, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas du tout le cas. Donc, si effectivement, on veut parler d'ouverture, et je parle moi d'une vraie ouverture, je t'assure que je suis capable, avec affection, de chanter des mélopées ashkénazes, ça ne me pose aucun problème. Là où je suis un peu perplexe, c'est que c'est malheureusement, de temps en temps, j'ai un peu ce sentiment-là, ce n'est pas réciproque. Et ça me pose évidemment un problème. Mais je m'en fous de ce qui passe chez les autres. Ma famille, eh bien, je chante Shabbat des chants ashkénazes comme des chants séfarades. Il m'importe de prier, j'ai mon sidour, j'ai mon marzor, mais il ne me viendrait en aucun cas l'idée, et malheureusement, vous voyez qu'ici, dans ce qu'il est en train de soulever, c'est un scandale et c'est une réalité, eh bien, d'être méprisant à l'égard de l'autre. Moi, j'estime très honnêtement, et j'ai pris mon fils, je rappellerai toujours, j'ai pris mon fils, pour la petite anecdote, à une époque, à un tish. On était à Jérusalem, on est allé à un tish à Mea Shearim. Pourquoi? Parce qu'il m'importe de savoir que ça fait partie de c'est la table. Das Tisch, en allemand, c'est la table. Ou le soir même, le Honek Shabbat, le Rebbe, il est à la tête ou au milieu de la table, parce que le Sfatemet, la Chassidut de Gour, le Rav, il est au milieu de la table, il n'est pas en bout de table. Mais en général, vous avez un Rebbe, un Admor, un Rav en bout de table, qui va dire des paroles de Torah, évidemment en arabe littéraire. Et, et tous les gens qui sont autour, jusqu'à des heures tardives, et c'est avec le Bosch Traimel. Et il m'apparaît important de connaître ça. Je n'ai pas dit d'y participer ardemment, etc. Mais ça fait partie de la culture de mon peuple. Quelles que soient, encore une fois, les couleurs qui nous animent. Oui, j'ai goûté le damo, le pain de nos frères juifs d'Éthiopie. Oui, je fais partie de ces rares gens, peut-être, qui aiment le gefilte fish fabriqué par ma belle-mère. En boîte, c'est une horreur, mais fait par ma belle-mère, c'est très bon. D'accord? Mais ça fait partie, encore une fois, l'aspect culinaire fait aussi partie de notre culture. D'accord? Et j'aime ça. Et j'aime cette idée-là. Et encore une fois, je répète, avec amour. Mais il est évident, et ce que dit Eliette est tout à fait juste, on a toujours une fibre, d'accord, qui vibre quand on entend certaines mélopées. Je vous assure et je vous encourage à l'écouter. Quand vous entendez Moshe Louk, qui est un païtan, qui est un chanteur, mais qui a une voix extraordinaire, bah, ça fait plaisir, quoi. Bon, mon épouse elle-même, elle a fait la remarque. Moi-même, que je n'ai pas fait, quand on est allé aux 90 ans du Rav Kook, eh ben, il y a eu un chant séfarade à un moment donné pour genre entonner un peu les slichot. Et ben, quand on est sorti du concert et tout ça, ma femme, elle a dit, ah ben, enfin, ils ont mis une chanson. Parce qu'elle trouvait un peu terrible quand même que genre le Rav Kook est quand même une personnalité qui se veut, encore une fois, fédératrice. Il n'y avait pas que des Ashkénazes dans la salle. Bah, la majorité des chants étaient des chants ashkénazes. C'est pas grave, moi, ça m'a pas, j'ai pas fait l'histoire. Mais la femme elle-même, qui à la base ne vient pas d'Algérie, eh ben, elle a cette sensibilité-là. Ça me touche. Bon, c'est ma meuf. Bref, en tous les cas, vous avez compris l'idée. Pardon. Ok. Parce que dans le Bet Knesset, il y a Benjamin, alors là-bas à Raptal, ils font la prière de Rosh Hashanah de Yom Kippour, mélange. Une fois, ils parlent, ils prient en Non, ashkénaze, et une fois, ils C'est prient pas à évident. Sfarad. Il y a Et du moi, non. pour dire la vérité, j'ai rien compris. Parce que moi, je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il a ashkénazi, Non, je pense qu'est-ce qu'il est je pense sfaradi. qu'à l'heure actuelle, moi, ça ne me gêne pas ça me gêne pas qu'il y ait deux minyanim. Ça, c'est un sujet à part entière. Ah, Botaï. Dans le désordre. Non, non, Il fait. Une fois, il dit, ça va, nous, les Fanérales. non, c'est moi, c'est ma faute, j'ai ouvert une parenthèse. mais- Alors, c'était très embêtant. Non, Et il y a beaucoup, je visite mes enfants,
je rentre de combien de synagogues, alors je vois ça, qu'il y a, même le samedi, Non, les j'ai bien fêtes, compris. Non, c'est Khana, j'ai compris. Khana, les j'ai compris. enfants Khana, j'ai qui compris. s'emblifont. Khana, j'ai compris. Je dis C'est comme simplement, ça. je dis simplement pour ma part, je n'ai aucun problème avec deux minyanim, quand surtout pour les fêtes, ce sont des prières qui sont tellement différentes, il y a quand même comme ça des mélodies, juste pour lesquelles on est, et pas que des mélodies, il y a des ajouts, etc. Pour Shabbat, c'est moins problématique parce que Shabbat, on est dans le même contexte, et ça, et c'est ce que nous faisons notamment à Akko, c'est Shabbat, on fait Shacharit, Sepharad, Moussaf, Ashkenaz, ou Shacharit, Ashkenaz et Moussaf, Sepharad. On arrive à trouver. Mais les fêtes, c'est plus compliqué. Mais j'ai juste dit que, encore une fois, par respect d'abord pour mon beau-père, quand je prie évidemment avec lui, mais, et j'ai mon sidour, j'ai mon marzor, mais je n'ai aucun problème, en plus de ma tfila que je chante, que je prie, de chanter des chants, encore une fois, que la communauté Sfarad, en l'occurrence, elle chante. C'est joli, c'est agréable, c'est émouvant. Je regarde les paroles qui sont dites, les mots sont des mots, encore une fois. Ce qui nous importe d'abord et avant tout, une kola kavod avant le nigoun, c'est quand même la valeur des mots que nous disons. Ces mots tournés vers Akadosh Baruch Hu. C'est juste cette remarque que j'ai faite. Mais pour revenir sur notre propos, ce qui est, encore une fois, je répète, inconcevable, c'est d'avoir un mépris à l'égard d'une autre communauté. Nous nous retrouvons dans cet esprit de fraternité et donc il doit être reconnu. Malheureusement, et vous voyez, c'est ce qui s'est passé, à cause, je reprends mon propos, à cause de la vanne qui nous a fait oublier qui on était, qui nous a fait oublier qu'on était un peuple, d'abord et avant tout, bah, on est devenu des juifs quelque chose. Des juifs français, des juifs étrangers, des juifs machins, des juifs trucs, et donc ça a des implications dans notre identité profonde. Voire même, et vous avez vu, même certains rabbinim, malheureusement, qui vont être méprisants à l'égard d'autres communautés. En parenthèse, je pense que Liette, elle le sait, mais vous savez qu'à l'époque du consistoire, en Algérie, il y a une volonté absolument féroce et scandaleuse d'envoyer des rabbins ashkénazes, dont certains étaient moitié réformés ou moitié pas clairs, de les envoyer en Algérie et au Maroc. Mais en Algérie, c'était assez percutant, avec pour seul objectif de détruire la communauté. Au Maroc, je crois que tu ne pouvais pas le Sachez-le, faire. Hein. la France était un département français. Il faut rééduquer ces juifs. Mais tu sais qu'il y a eu des combats qui ont été menés, des combats virulents qui ont été menés. Exactement. Tout ça a une implication et des rabbins, et c'est ce qui a donné malheureusement la scission, vous savez, entre... C'est pas à l'époque de Napoléon, mais je connais. Non, mais c'est quelque chose qui est connu. C'est ce qui a créé la scission en Afrique du Nord, vous parlez du Maroc. C'est ce qui a créé la scission, c'est ce que je disais à l'instant, c'est ce qui a créé la scission, en particulier au Maroc, entre la famille Messas, et qui est restée profondément rattachée justement au sionisme, et notamment le rabbin Baruch Toledano, qui a envoyé ses enfants à Lakewood, là-bas en Angleterre et tout, dans un monde totalement fréredi. Et que le Rav Shar, pour ceux à qui ça dit quelque chose ce nom, qui a dit avec beaucoup d'admiration la famille du Rav Toledano, mais pour lequel nous, on suit plutôt la mouvance, on peut dire, du Rav Messas, dans ce rapport à la modernité et comment l'inscrire dans le rapport à Eretz Israël sans perdre notre identité juive. Mais ça crée beaucoup de complexité par rapport à ça. En tous les cas, vous voyez, nous dit le Rav, donc justement, je reprends, la Psi Kesher, si je reprends la ligne 40, c'est malheureusement ce qui s'est produit, c'est qu'en étant tellement attaché à ce lieu de résidence en exil, donc, eh bien, la Psi Kesher chez Ayat Sarir, de malheureusement couper le lien qui aurait dû être à l'égard de notre peuple de manière générale, Velichiot Chaye Am, et de vivre cette entité pleine, Velargish Bead Amo Velachalato, et donc d'avoir un amour inconditionnel, de ressentir ce lien à notre peuple et à son héritage, ou Nitel Mikolze, il s'est coupé de tout cela, Veino Yodea, Yoter Macher Chug Matsavo, il ne sait pas plus que ce qui, encore une fois, ce qui vit dans son quartier. Vous comprenez bien aujourd'hui, dans la même compréhension, revenir en Eretz Israël, ça implique qu'un rave qui donne des halachot doit connaître la halacha de sa communauté, enfin de sa communauté d'Algérie, par exemple, ou du Maroc, etc.,
mais il doit aussi savoir être possèque, trancher la halakha pour des communautés diverses qui sont installées en Israël, qui boutent Galuyot. Qu'est-ce que va pour nos moi, mes beaux-parents, ça est arrivé souvent qu'ils m'ont demandé la halakha et je dois chercher comment est la halakha pour les Ashkénazes concernant un verre en verre, concernant différentes choses qui ne sont pas du tout de l'opprobre vis-à-vis des Juifs séfarades. Vezeu atoar, malheureusement, chez le Galout Yud Behemet, le Galout Yud, un juif d'exil. Vezé garam lanu, sheiganu lema sheiganu, c'est ce qui a amené malheureusement au drame auquel nous sommes arrivés. De la vanne, où nous avons commencé en parlant de Yaakov et donc dans ce rapport, nous arrivons à ce juif libéré en Europe qui pourrait sembler être une bénédiction, puisqu'on est désormais libre de faire ce qu'on veut. Et vous voyez malheureusement à quoi ça nous a mené, c'est la même considération. Je rappelle que dans la Gala de Pessah, et je terminerai avec ce point sur ce sujet, dans la Gala de Pessah, on rappelle que la vanne eh bien, est pire que le pharaon, parce que la vanne a voulu déraciner, a voulu l'accord et acol. Il a voulu couper le juif de son identité, le faucher. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. Nous sommes dans cette réalité où il ne faut pas, comme on dit aujourd'hui, vous le savez très bien, il ne faut pas importer le conflit israélo-haloed. Ben, les antisémites, ils ont tout compris. Et ils viennent nous retrancher, ils viennent nous rappeler que nous sommes un seul peuple malgré tout. C'est clair sur ce point? D'accord? Vous avez compris le... Il va sortir de l'explication.